Donc voilà pour l'aspect technique. Et puis si à un moment donné il y a vraiment besoin de s'exprimer, il sera toujours temps d'ouvrir le micro. Donc voilà, il y a un atlas des oiseaux de France qui est en cours depuis cette année. Et l'objectif est multiple. Il y a plusieurs, en fait, il y a trois objectifs principaux à cet atlas. Et comme ça ne dure que 3 ans, il repose sur une implication importante du réseau de naturalistes du territoire, en fait, national et même au-delà, on le verra, euh, pour mettre le paquet, en fait, hein, sur le terrain. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont participé aux précédents atlas qui ont été menés, notamment sur l'Aquitaine et qui étaient coordonnés par Amandine, sur les oiseaux nicheurs et sur les oiseaux hivernants. Si vous vous souvenez, on avait organisé des camps de prospection, on avait mis en ligne régulièrement des cartographies qui permettaient de voir quels étaient les secteurs sous-prospectés, où est-ce qu'il fallait aller faire du terrain, quelles étaient les espèces manquantes, etc. Là, on est en train de parler ce soir d'un atlas à l'échelle nationale. Alors oui, Sonia, je vois que tu n'as pas de son sur ton ordi. Là, je suis désolé, mais ça va dépendre de ton ordi et je pourrais rien pour toi, donc j'espère que ça va marcher avec le téléphone. Euh, pour cet atlas, on n'organisera pas de camp de prospection comme on a pu faire. On organisera différemment la communication sur les prospections. Et en fait, l'idée de ce soir, c'est de vous présenter un outil qui vous permet de gagner considérablement en autonomie pour pouvoir organiser vous-même vos prospections de manière à ce qu'elles soient le plus efficaces possible pour remplir les objectifs de l'Atlas. Et donc ça, c'est un outil qui est dynamique et qui permet de consulter les données en direct. Donc ça va être un petit peu l'objectif. Donc voilà comment on va organiser cette soirée. Je vais vous partager d'abord mon écran pour juste un petit PowerPoint qui permet vraiment de bien expliquer les objectifs de l'Atlas. Et dans un deuxième temps, on ira naviguer sur la plateforme Oiseaux de France et je vous montrerai exactement ce qu'elle vous montre et comment on peut s'en servir pour améliorer les prospections. Je fais un point très rapide par rapport aux personnes ici présentes. Je ne connais pas tout le monde. Je ne sais pas quel est votre niveau naturaliste, mais quoi qu'il en soit, la présentation de ce soir et l'Atlas en général sont à destination de tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on peut contribuer aussi bien en ne sachant que reconnaître le rouge-gorge de son jardin, comme en étant évidemment un naturaliste accompli qui est capable de tout identifier. Donc voilà, on va voir un peu quelle méthode en fait utiliser pour ça. Donc encore une fois, pour les personnes qui sont arrivées dernièrement, si vous avez des questions, n'hésitez pas en utilisant l'onglet Conversation auquel vous avez accès grâce aux outils qui sont en haut de l'écran. Alors, je vais partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Et du coup, je compte, maintenant que j'ai partagé mon écran, je ne peux plus faire inviter les gens. Donc, Amandine, Aurélien, je compte sur vous éventuellement pour ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Alors, je vais lancer le diaporama. Pas moi je ne le vois pas, c'est peut-être un problème. Qu'est-ce que tu vois? Je vois tout noir et au milieu, il y a MS. Alors, c'est probablement une histoire de connexion. Il y a un délai qui va peut-être y avoir. Donc, à ce moment-là, coupez la caméra si jamais vous l'aviez allumée. Et puis, et en espérant que l'image finisse par arriver, parce que si ça marche pour certains et pas pour d'autres, c'est un problème de connexion chez vous, en fait. Donc, j'espère que ça va finir par s'afficher. D'accord. Est-ce qu'autrement, par mail, tu pourras nous l'envoyer, Mathieu? Alors, de toute façon, là, j'ai lancé l'enregistrement exprès pour pouvoir le diffuser derrière. D'accord, ok. Merci. Donc, l'Atlas des oiseaux de France, vous avez peut-être vu circuler ce logo carré orange avec 2 oiseaux. C'est le logo qui a été créé exprès pour cet atlas et qui représente 2 espèces d'oiseaux, dont une qu'on reconnaît bien, la huppe faciée, et l'autre qui est un toucan et qui n'est pas présent en France. Et ce logo a été notamment destiné à communiquer sur le fait que cet atlas va consacrer également les territoires extramarins. Et ça, c'est une nouveauté. Pourquoi lancer cet atlas? Eh bien, parce que il y a un constat qui a été fait, c'est que le premier atlas, donc l'AOFM, c'est l'Atlas des oiseaux de France métropolitaine, eh bien, il a bientôt 10 ans.
Et on sait qu'en 10 ans, c'est un pas de temps qui est finalement assez court, mais pendant lequel il se passe déjà beaucoup de choses. Et on sait que la connaissance de la biodiversité et des oiseaux, finalement, elle a tellement évolué, la distribution des espèces, leurs tendances, etc., ont évolué depuis 10 ans, et une mise à jour semblait s'imposer. Par ailleurs, il y a en 2024 le prochain rapportage de la directive Oiseaux, qui est un outil de réglementation sur les espèces à l'échelle européenne. Et donc, au moment de la mise à jour de cette directive, eh bien, sont consultées les instances scientifiques et naturalistes pour connaître l'état des populations de la faune, là en l'occurrence des oiseaux, pour pouvoir statuer sur leur statut. Et donc, c'est important d'avoir des données à jour pour ça. Par ailleurs, on constate également qu'on a encore des lacunes de connaissances, malgré l'importance du réseau naturaliste qui s'est énormément densifié et enrichi au fur et à mesure des années. Le fait est que pour notamment certaines espèces, les tendances ou les effectifs, on n'en a pas la moindre idée. Dans le même temps, l'ALPO coordonne beaucoup d'enquêtes thématiques. Vous participez, au moins pour certaines et certains d'entre vous, à certaines de ces enquêtes, le stock, le choc, même oiseaux des jardins ou ce genre de choses. Et justement, toutes ces enquêtes donnent lieu à des bases de données qui existent un peu partout et qui sont populaires et qui ne sont pas forcément reliées entre elles. Donc l'idée de ce nouvel atlas est d'avoir une approche fédératrice, à la fois pour les structures, à la fois pour les enquêtes, etc. Et c'est un atlas qui va donc se dérouler sur 2021 à 2024, avec seulement 3 années de terrain jusqu'en 2023, et une année qui sera consacrée aux analyses. Donc vous voyez, 2021 s'achève déjà. En gros, il ne reste plus que 2 ans pour avoir un atlas des oiseaux à l'échelle de la France et des territoires extramarins. Et ça représente plus de 1500 espèces concernées, donc une toute petite moitié pour la métropole, et puis l'autre pour le reste des territoires. La nouvelle donne par rapport aux atlas précédents, c'est que ça va répondre, enfin en tout cas l'objectif est de répondre à 3 questions qui sont importantes, qui sont la répartition, les tendances et les effectifs. Et il se trouve que les précédents atlas, et d'ailleurs c'est un peu l'objectif de base d'un atlas, c'est d'apporter une information sur la répartition. Et finalement, même s'il y a eu des efforts de fait dans les précédents atlas pour parler aussi d'effectifs et de tendances, la répartition restait l'élément de base. Aujourd'hui, on essaye d'aller beaucoup plus loin pour justement avoir des tendances et des effectifs pour un maximum d'espèces. Il y a déjà pas mal de choses qui sont faites pour répondre à ces questions-là. Et donc, l'idée est de valoriser, de renforcer ce qui est déjà fait plutôt que de réinventer encore de nouvelles choses. Donc, vous allez voir que cet atlas, le socle de cet atlas, c'est ce qui est déjà fait, mais qui va être mieux valorisé et mieux harmonisé. Et donc, tout ça sera restitué en ligne sur un site internet dédié qui est en fait ODF, celui que je vous présenterai juste après. Donc, comme je le disais, c'est une entreprise de recyclage, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des choses qui existent déjà. Donc, pour les personnes qui connaissent le STOC, le suivi temporel des oiseaux communs, le STOM pour les oiseaux de montagne, le CHOC pour les hivernants, l'enquête LIMAT pour les limicoles et anatidés, observatoire rapace, etc. Jusqu'à présent, sont des programmes qui fonctionnaient un petit peu individuellement et qui répondaient à des questions assez précises, mais vraiment destinés aux espèces ou aux saisons concernées. Et là, l'idée, c'est de tout rassembler dans le produit fini. Donc, il n'y aura pas forcément de nouveaux dispositifs, ou très peu, et j'en parlerai aussi à la fin sur les époques ODF, mais sinon, l'idée, c'est de faire comme on faisait avant, mais voilà, plus précisément. Avec une offre qui s'adresse à tous les naturalistes, donc aussi bien les personnes peu naturalistes qui connaissent peu les oiseaux, comme les personnes les plus confirmées. Et tout ça donnera lieu à des fiches espèces, des fiches synthétiques, etc. à la fin, qui sont pour l'instant pas encore en ligne, mais qui verront le jour plus tard. Donc voilà un peu comment ça s'harmonise. Alors est-ce que vous voyez ma souris éventuellement ou pas? Oui, c'est bon. Oui. Très bien.
Oui. Là, ici, sur la droite, vous avez les protocoles déjà existants, le wetland, le choc, le stock, l'époque, l'observatoire rapace, etc. Ça, c'est les protocoles qui sont déjà mis en place. Pour la plupart de ces protocoles, il y a des outils de saisie qui vont être rassemblés sur le carré de gauche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est principalement Faune France et les bases locales, donc là même précisément Faune Aquitaine. Mais il y a d'autres protocoles pour lesquels la saisie se fait sur d'autres bases de données. Et donc, ces bases de données sont assez diverses. Et l'idée, c'est que ces bases de données alimentent le Oiseau de France pour rassembler, du coup, l'ensemble de ces informations-là. Oiseaux de France, associé à GeoNature, qui est une base de données créée par les réserves naturelles, pourront ensuite alimenter les politiques publiques, les rapportages directives oiseaux, l'Observatoire de la biodiversité nationale, etc. Et donc sera illustré par un portail web ODF avec des fiches par espèce qui donneront les résultats, donc la répartition, les tendances, les effectifs. Et là où c'est très intéressant aussi, c'est que les cartes, les courbes qui pourront être mises en ligne là seront mises à jour régulièrement grâce à l'enrichissement de l'Atlas. C'est-à-dire que l'Atlas, il va être constitué sur ces 3 prochaines années, mais après, il sera destiné à continuer à vivre grâce à la participation, à la contribution de tous les naturalistes. Et donc, on aura des mises à jour régulières, des tendances, des fiches, etc. Alors qu'aujourd'hui, si vous voulez voir la tendance d'évolution de l'hirondelle ou la taille de sa population ou sa carte de répartition en France, vous allez devoir aller chercher dans plein de ressources différentes. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas toujours à jour. Donc là, tout ça sera rassemblé là-dedans. Donc, Oiseaux de France, c'est le nom du site, oiseaudefrance.org. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que ce site Internet est un outil de visualisation des données et de valorisation des résultats, mais pas un outil de collecte. Vous avez l'habitude de saisir sur Faune Aquitaine ou Faune France, ça ne changera pas. Ce sera toujours votre outil de saisie. Simplement, ces données, elles seront ensuite transmises à Oiseaux de France pour être visualisées et valorisées. Donc ça, c'est important de bien l'avoir à l'esprit. Donc, il y aura à terme, ce n'est pas encore le cas, des fiches espèces, comme je le disais tout à l'heure, et puis une rubrique cartographique qui est, pendant ces 3 années de terrain, notre point focal et la chose sur laquelle j'accentuerai le plus tout à l'heure. Bon, ça, on passe pour l'instant, ce n'est pas très important. On verra ça quand on sera en ligne directement. Donc, le site, il est en ligne depuis mars. Et donc, voilà, pour reprendre un peu les grands objectifs, les missions qui sont données, la répartition. Donc, voilà une carte de France avec la répartition. Alors, j'avoue, je ne sais pas quelle espèce c'est en ligne là. Mais ça, c'est une carte qui est telle qu'elle est dans les atlas classiques. Donc, ça, c'est un des objectifs, avoir ce type de restitution. Mais aussi bien pour la période de reproduction que pour la période d'hivernage, et éventuellement pour la période de migration également. Donc, plusieurs cartes possibles. Et ça, et pour avoir ce type de carte, eh bien, toute forme de données transmises, même la donnée paf, j'ai vu un rouge-gorge dans mon jardin, je transmets, eh bien ça peut venir enrichir la répartition. Par contre, un des autres objectifs, c'est les tendances d'évolution pour un maximum d'espèces. Et ça, transmettre simplement son rouge-gorge dans son jardin, ça ne peut plus répondre à cette question. Donc, il y a d'autres choses qui sont déployées pour répondre à ça, et notamment le stock, le suivi temporel des oiseaux communs. Et la courbe qui est à gauche illustre des résultats du stock. Et cette courbe-là montre en fait les courbes de tendance des espèces par affinité d'habitat. Donc, en gros, en rouge, c'est les espèces opportunistes qui sont rassemblées. En vert, c'est les espèces de milieu agricole. Et puis après, on a, là, c'est qu'un exemple, mais on a aussi ces courbes par espèce, mais principalement pour les espèces d'oiseaux communs. On ne les a pas pour toutes. Pour tout ce qui va être oiseaux hivernants, nous avons un protocole qui existe déjà qui s'appelle le wetland, qui est un comptage international des oiseaux d'eau qui se déroule tous les ans à la mi-janvier et qui nous donne là, pour le canard pilet, la tendance d'évolution en hivernage. Donc là, c'est à chaque fois les résultats à la mi-janvier. Et donc, on voit que cette espèce de canard a tendance à être plus abondante sur le sol français, enfin sur le sol, sur les eaux françaises plutôt, au fur et à mesure du temps. Donc, selon les espèces, on a des protocoles différents qui peuvent répondre à ces questions-là.
Et puis la troisième question, qui n'est pas la plus anodine, c'est l'estimation des effectifs, aussi bien nicheurs qu'hivernants, pour un maximum d'espèces. Et là, là, on a un tableau, par exemple, le Milan noir, on a une tendance et puis on a un nombre de couples nicheurs qui est là estimé entre 38 300 et 51 000 couples. Alors ça, c'est pour quelle année? Ça doit être c'est pour la période 2000-2002. Donc voilà, Milan noir, on a une fourchette qui n'est pas trop déconnante, mais on est quand même quasiment du simple au double, hein. Donc ça reste une grosse fourchette. Et ça, on l'a pour les rapaces. On a le busard des roseaux, la fourchette est plus petite, de 3000 à 9100 couples. Et ça, ça marche pour certaines espèces, notamment les espèces avec peu d'effectifs, ou les espèces menacées, ou les espèces faciles à identifier, comme la cigogne blanche, par exemple. Mais pour beaucoup d'autres espèces, cette fourchette, elle est soit démesurée, soit complètement inexistante. Et notamment les oiseaux communs. Et en fait, on a une bonne idée des tendances d'évolution des oiseaux communs. Mais alors, combien il y en a en France? Eh bien, en fait, on n'en sait franchement rien du tout. Et aujourd'hui, on a des protocoles qui existent, mais qui existent que depuis trop peu de temps pour avoir des chiffres précis. Donc ça, c'est très intéressant et ça illustre aussi le fait que sur des espèces communes, c'est-à-dire des espèces pour lesquelles à peu près tous les naturalistes peuvent renseigner des données, eh bien, on a beaucoup de travail à fournir. Alors, pour préciser, voilà de quoi on dispose. À la question « Quelles sont les tendances d'évolution ?», nous avons ces protocoles-là qui existent déjà. Le stock pour les oiseaux communs nicheurs, le choc pour les hivernants, le STOM pour les oiseaux de montagne, le wetland pour les oiseaux hivernants et l'observatoire des rapaces pour les rapaces diurnes. Donc ces protocoles répondent aux tendances pour les groupes d'espèces concernés. Pour la question des effectifs, on a également l'observatoire des rapaces qui renseigne aussi là-dessus. On a l'époque, estimation des populations d'oiseaux communs, qui est un protocole assez récent. L'enquête LIMAT pour les limicoles et anatidés, et après des enquêtes très précises et qui sont récurrentes, comme oiseaux marins nicheurs ou les hérons coloniaux, par exemple. Et après, on a la question de la répartition. Et pour la répartition, eh bien, toutes les données transmises dans le cadre des autres protocoles vont évidemment aussi nous informer sur la répartition. Et en plus, on a toutes les données opportunistes et les données qui sont transmises par liste complète de durée indéfinie. Pour précision, si ça ne parle pas à tout le monde, une donnée opportuniste, c'est une donnée qui est transmise en dehors de tout protocole. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai vu un rouge-gorge et mon information c'est juste le 19 novembre, à tel endroit il y avait un rouge-gorge. Mais finalement ça ne me dit pas combien il y en avait le 19 novembre et s'il était là les autres jours. Donc ce que nous montre cette page-là, c'est que les données opportunistes, qui sont encore l'essentiel des données qui sont transmises par le réseau, finalement ne renseignent que sur la répartition. Et donc, il est important aussi que chacun modifie un petit peu ses manières de transmettre ses observations pour voir si on ne peut pas rejoindre un de ces protocoles-là, qui du coup vont aussi renseigner la répartition, mais également les tendances ou les effectifs. Donc ça, j'y viendrai. Donc pour résumer ce que je viens de dire, il existe ce petit affichage que vous avez peut-être vu circuler et qui nous permet de communiquer sur la façon de contribuer à l'Atlas et donc de transmettre ces observations. Donc en gros, on a à droite la réponse à laquelle que ça apporte. Donc la répartition, ici les tendances, ici les effectifs. Et donc le naturaliste vraiment standard qui veut pas s'embêter ou qui connaît juste son rouge-gorge, il peut participer en transmettant soit des observations isolées, les données opportunistes, soit des listes complètes. Et à ce moment-là, ça se passe où je veux, quand je veux, comme je veux. Et là, on répond à la répartition. Si on veut s'investir un petit peu plus, on peut rejoindre le stock, le choc, les oiseaux d'eau, les carrés rapaces, l'IMAT ou les époques. Et à ce moment-là, on répondra à d'autres questions. Et sur ce panneau, on résume brièvement la méthode. Donc, soit c'est des points d'écoute, soit c'est des transects, soit c'est des points d'observation, etc. Et l'engagement que ça représente. Donc, un stock, c'est un protocole qui est vraiment éprouvé, qui est très pertinent et qui est très efficace et qui ne demande finalement que 3 matinées au printemps tous les ans.
Donc, ce n'est pas non plus un engagement si important que ça. Le choc, c'est 2 matinées en hiver tous les ans. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Donc, voilà, cette image-là, cette affiche-là, elle permet à chaque naturaliste de voir un petit peu dans quel cadre il peut s'inscrire dans la participation à cet atlas des oiseaux de France. Et ce qui est important aussi pour vous, qui le connaissez peut-être déjà, qui connaissez peut-être déjà bien ces différents protocoles, c'est de savoir qu'il existe pour aussi le communiquer auprès de votre entourage. Quand vous connaissez des naturalistes qui sont parfois pas encore intégrés au réseau, qui savent pas forcément, qui veulent participer, qui sont pleins de bonne volonté, mais qui savent pas forcément comment faire, eh bien ça résume bien la façon de procéder. Je fais un petit point sur les époques, parce que c'est très intéressant. Les époques, donc, ça veut dire estimation des populations d'oiseaux communs. C'est un protocole qui a commencé à être déployé vraiment en 2017. Et l'objectif, pour le rappeler brièvement, c'est où je veux, quand je note pendant 5 minutes toutes les espèces que je vois et leur effectif. Et donc ça permet de renseigner la répartition, mais aussi les effectifs. Et on voit qu'en 2017, on avait 72 époques qui avaient été faites en France, 72 départements, pardon, qui avaient été couverts, 96 en 2021, et le nombre d'époques, 8000 en 2017, 26 000 en 800 en 2021. Et là, des petites cartes en 2017 par département, le nombre d'époques qui a été fait. Donc, nous, en Aquitaine, c'est un peu déséquilibré. En 2018, ça progresse, sauf dans le Lot-et-Garonne. En 2019, ça progresse encore. En 2020, ça a explosé et on a eu l'effet confinement. On a eu énormément de participation pendant le confinement du printemps 2020. Et du coup, en 2021, ça régresse un petit peu. Donc ces époques, c'est très intéressant parce que même l'observateur un peu standard qui a l'habitude juste de transmettre ses observations en données opportunistes, eh ben, faire des époques à la place, c'est pas plus contraignant, mais c'est beaucoup plus efficace. Et en fait, quand vous vous baladez, il vaut mieux noter 2 ou 3 fois dans sa balade tout ce qu'on voit pendant 5 minutes, plutôt que de passer toute la balade à noter chaque bestiole qu'on a vue au fur et à mesure. Finalement, on y passera moins de temps et les données seront de meilleure qualité pour l'analyse derrière. Donc voilà, entre 2019 et 2021, il y a eu une progression pour les départements verts, une régression dans les départements rouges pour le nombre d'époques transmis. Donc ça, les époques, c'est vraiment une méthode il faut que ça devienne un réflexe en fait de transmettre des époques le plus possible. Vous pourrez poser des questions après hein, s'il y en a qui ne saisissent pas forcément ce que je veux dire par là, sur ce que c'est qu'un époque. Mais en tout cas, la méthode de saisie époque est vraiment importante. Je fais maintenant un petit focus sur les époques ODF en hiver. Donc concrètement, depuis 2017, il y a plein de gens qui ont transmis des époques, donc n'importe où, n'importe quand pendant 5 minutes. Tout cela a été analysé l'année dernière et je dis c'est pas, je m'en suis pas occupé, hein, mais la LPO France, avec d'ailleurs accompagné d'un comité scientifique composé aussi d'universitaires, il y a eu des analyses de fait qui ont montré que les époques ne répondaient pas encore complètement à la question des effectifs parce qu'il restait un biais important qui était lié au fait que les observateurs vont, que ce soit vous, que ce soit moi, hein, on est comme ça et c'est normal, on va faire du terrain là où ça nous plaît. Et finalement, les endroits, les centres-villes ou des endroits un peu pourris, on n'y va pas et du coup, on manque d'informations dans ces endroits-là. Donc, il y a eu à partir du printemps dernier un nouveau protocole qui a vu le jour qui s'appelle Époque ODF et qui ressemble un petit peu, sauf que cette fois, on détermine les endroits où il faudra aller. Et donc, au printemps, on a mobilisé une dizaine de naturalistes par département pour aller faire des époques ODF. Donc, c'était 5 points déterminés dans une maille de 10 km sur 10 et une matinée pendant le printemps. C'était 2 matinées pendant le printemps. Il fallait aller sur ces points et sur chaque point faire 3 fois 5 minutes. Là, cet hiver, on va renouveler l'expérience, sauf que ce sera une seule matinée. Donc, en gros, 3 fois 5 minutes sur 5 points, ça fait 5 fois 15 minutes à passer une matinée dans l'hiver. Donc, ce n'est pas un protocole très contraignant. Et je vous montrerai après comment savoir où sont les sites à prospecter. Donc ça, ce protocole Époque ODF, ça va être le prochain qui va être déployé cet hiver en parallèle du choc.
en décembre, à partir de décembre. Donc, si ça vous motive, eh bien, vous pourrez ensuite lever le doigt rapidement pour qu'on puisse mobiliser les naturalistes. Donc, maintenant que j'ai dit ça, je quitte mon écran. Je vous laisse peut-être poser quelques questions si vous en avez avant d'aller consulter la plateforme. Il n'y a pas de questions? Je ne sais pas si on peut les poser comme ça oralement. Eh bien, allez, vas-y, parce que tu as le micro. Est-ce qu'on peut prendre les 5 points vont nous être imposés ou c'est les mêmes que quand on fait le choc ou le stock? Non, on va le voir après sur la plateforme puisqu'ils apparaissent, mais c'est autre chose. Ce sera différent. Donc, on peut très bien faire un choc et un époque ODF, et il faudra le faire séparément. D'accord. Alors, quelqu'un a levé la main. Et j'arrive pas à voir qui c'est. Si la personne qui a levé la main peut poser sa question. Alors, peut-être qu'il y a une main qui a été posée tout à l'heure et qui est plus levée, donc très bien. Si vous n'avez pas de questions, je repartage. C'est Jean-Pierre qui avait levé la main. Ah, d'accord. Ah, Jean-Pierre, il faut que tu mettes ton micro par contre. Non, je vois tes lèvres bouger, mais je ne lis pas sur les lèvres sans le son. Désolé. Non, toujours pas, Jean-Pierre. Donc, soit il y a le petit pictogramme en haut qui est barré, il faut que tu cliques dessus, le petit pictogramme du micro, ou soit tu poses ta question dans le texte si c'est pas trop compliqué. Et sinon, tu dois avoir normalement le pictogramme avec le micro et sur lequel il faut cliquer pour activer le son. Non, le micro de Jean-Pierre est activé sur Teams, mais il ne doit pas fonctionner. En effet. En effet. Alors Jean-Pierre, je pense qu'on n'a pas le choix, il faut que tu poses ta question par écrit, parce que ton micro ne fonctionne pas. Excusez-moi. Il y a peut-être un interrupteur sur le micro. Non, non, effectivement, c'est le micro qui est défaillant puisqu'il est activé. Donc Jean-Pierre, en haut, tu as un petit pictogramme avec une bulle. Et sur cette bulle, en cliquant, tu affiches la conversation et tu peux taper du texte. Pierre, je crois que c'est toi qui lève la main. Pierrick. Pierrick, pardon. Bonjour. Oui, moi j'ai une question, c'est quand on se promène, là, vous dites qu'on s'arrête et qu'on pendant 5 minutes, du coup on fait un époque, c'est ça? Le problème, c'est qu'on ne sait pas où il y a des points, parce que, effectivement, enfin, comment dire, quand on fait ça, faut être attaché à un point. C'est-à-dire que si après on fait 500 mètres ou 1 kilomètre, on ne sait pas si on est sur un nouveau point ou pas. Alors, par rapport aux époques ODF, il y aura un protocole bien défini et les points seront fournis, vous saurez où il faut aller. Ouais, mais les époques les autres, oui. On se balade. Est-ce que tu veux dire par rapport aux lieux-dits qui sont visibles sur Phone Aquitaine? Bah, par exemple, par exemple, moi qui habite Saint-Mexan, à Saint-Mexan, je sais pas, il y a 10 points ou 50 points, mais il y en a des mots qui sont très écartés, il y en a qui sont très proches. Donc, en fin de compte, on ne sait pas quand on se promène si on a changé de point ou pas, quoi. Ça, en fait, ça n'a pas la moindre espèce d'importance parce que à l'origine, quand Phone Aquitaine a été créé, on ne pouvait pas saisir d'observation au lieu précis. Il fallait effectivement s'attacher à un lieu dit. Donc, ils avaient été créés, dispersés sur l'ensemble du territoire. Depuis, les outils informatiques ont évolué. Ces lieux-dits continuent à être les références et quand on fait une observation, l'observation est rattachée à un lieu-dit. Mais par contre, l'observation est bien précisément localisée avec les coordonnées GPS que vous aurez pointées. Donc, quand vous êtes sur le terrain et que vous avez le téléphone et que vous pointez avec le curseur la position précise d'un oiseau, aujourd'hui, avec les fonds de carte qu'on a, on peut même le faire quasiment sur la cheminée de la maison ou sur le buisson précisément. Cette donnée, elle sera à un moment donné rattachée à un lieu-dit, mais ça, c'est juste du langage informatique. La réalité, c'est que la donnée, elle est quand même bien localisée au buisson ou à la cheminée précisément. Donc ça, il faut vraiment se déconnecter de cette logique de lieu-dit quand on est sur le terrain. Ça n'a pas la moindre espèce d'importance. Ce qui sera important surtout, c'est quand on lance un époque avec l'appli, c'est de bien cocher la case
qui dit enregistrer la localisation. Je crois que c'est ça le terme. Enregistrer la trace. Et ça permet après, ça nous permet de savoir que tel oiseau qu'on a pointé, il est à telle distance de l'observateur. Et ça permet de faire des calculs sur les probabilités de détection des espèces, tout un tas de choses de ce goût-là. Est-ce que ça répond à la question? Oui, j'essaierai du coup. J'essaierai. Ok. D'accord. Jean-Pierre, j'ai pas vu passer ta question. Est-ce que tu as pu l'écrire? Bon, on va voir. Alors là, il y a une question de Florian. Pour les époques ODF, les 15 minutes par point se font à la suite. C'est ça. Effectivement, on fait 5 minutes, on note tout, on arrête la liste et on relance 5 minutes et on renote tout. Et on recommence une troisième fois. Et on s'aperçoit qu'on a 3 fois 5 minutes dans lesquelles on n'a pas tout à fait les mêmes listes d'espèces. Et cela permet également de calculer des tendances, des probabilités de détection et donc de mieux estimer du coup les potentialités d'un habitat pour accueillir telle ou telle espèce et donc les effectifs. Une question encore? Ok, alors on va passer à la plateforme et puis si Jean-Pierre, tu arrives à poser ta question, on me la posera sans souci. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que vous voyez mon écran qui est ouvert sur la page d'accueil de l'Atlas ODF? Oui, c'est bon. Ouais, Ok. très bien. Parfait. Donc, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion déjà d'aller naviguer sur cette plateforme. Voilà comment elle se présente, avec un oiseau qui n'est pas familier pour nous, parce que voilà, il y avait un intérêt aussi à valoriser l'outre-mer et de ne pas trop marquer un centrisme important sur la métropole. Mais ça concerne bien aussi la métropole, hein, cet outil-là. Donc, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose dessus, et en même temps, il y a énormément de choses. Et c'est un outil qui est assez facile à prendre en main. Donc, grosso modo, là, on est sur la page d'accueil. Qu'est-ce qu'on voit? On a les actualités qui vont nous permettre de nous tenir un petit peu informés, de mise à jour. Voilà. Là, il y a le lancement du protocole Époque ODF en hiver dont je viens de vous parler, donc une petite news là-dessus. Et puis l'Atlas en quelques chiffres, voilà, on a 990 espèces qui ont été recensées sur la période 2019-2024. Dont 796 nicheuses, 840 hivernantes. Et puis, on a également des petites informations sur l'effort de prospection qui a été mené en période de reproduction, en période d'hivernage et sur les périodes intermédiaires. Voilà grosso modo ce qu'il y a sur cette première page. Si je vais directement sur « À propos », en haut, eh bien, je vais retomber un peu sur les mêmes informations. Donc, le projet ODF qui me rappelle exactement ce que c'est, le moyen de nous contacter, et puis le lexique qui permet d'avoir un peu d'informations. Qu'est-ce que c'est que Bon, pour l'instant, il n'est pas très complet, le lexique, mais il sera amené à être enrichi petit à petit. Ensuite, on a 2 onglets en haut, carte et participer. Je vais commencer par participer. Et vous voyez que là, on propose en fait de participer à tous les dispositifs de suivi. Donc, pour les personnes qui sont des habitués des protocoles naturalistes, vous devez avoir en mémoire une époque pas forcément très lointaine où chacune de ces différentes enquêtes fonctionnait indépendamment. Ce n'étaient pas les mêmes coordinateurs, ce n'étaient pas les mêmes contacts, ce n'étaient parfois pas les mêmes outils de saisie, etc. Et donc, il fallait vraiment en vouloir pour participer. Donc là, on a tous ces protocoles qui sont rassemblés ici. Là, sous l'onglet « Tous les dispositifs », mais on peut aussi regarder ce qui concerne les oiseaux communs. Et donc là, on n'a que les protocoles qui concernent les oiseaux communs. Ici, les rapaces, les oiseaux d'eau, etc. Et donc, tous les dispositifs les rassemblent tous. Quand je passe ma souris, je vois également la saison concernée. Époque ODF, c'est reproduction. Alors, bientôt, il y aura un onglet « Époque ODF hiver » pour l'hivernage. Époque, c'est reproduction, en fait, c'est même un peu plus. Stock, reproduction. Choc, c'est l'hivernage. Rapace, c'est reproduction. Limates, c'est reproduction.
wetland hivernage, et les listes complètes et données ponctuelles, eh bien ça va nous renseigner tout au long de l'année sur les différentes saisons. Si je clique sur un de ces protocoles, j'ai un récapitulatif du principe, à quoi ça sert, comment il existe, où est-ce que ça se passe. Donc là, ça me rappelle que c'est un carré de 2 km tiré aléatoirement dans un cercle de 10 km autour de la commune indiquée par l'observateur. Quand ça me rappelle qu'il y a 3 passages à faire, dont 2 obligatoires entre avril et mai et entre mai et juin. Et comment je procède? Donc c'est 10 points d'écoute de 5 minutes à faire 2 à 3 fois dans le printemps. Donc ça me permet de me familiariser, si je ne connais pas bien le stock, exactement qu'est-ce que ça implique. Si vraiment ça me branche, j'ai l'onglet Participer. Et à ce moment-là, j'ai les liens vers les coordinateurs locaux ou nationaux quand il n'y a pas de locaux. Et après, on a des tutos pour bien démarrer son stock ici, comment transmettre mes observations, consulter les résultats également, et puis éventuellement là d'autres dispositifs stock, comme par exemple le stock ONF, le stock SIG pour les réserves, le STOM pour les oiseaux de montagne, etc. Donc là, si je clique sur coordinateur local, ça me renvoie sur le site du muséum, et c'est sur la page où on retrouve tous les coordinateurs locaux. Et donc, si on regarde Nouvelle-Aquitaine, pour les anciens départements de l'ancienne Aquitaine, c'est bien Amandine Théiou qui est là, et il y a son mail. Et donc, si vous voulez suivre un stock, vous savez qu'il faut prendre contact avec elle. Et elle pourra vous mettre à disposition un carré ad hoc autour de chez vous. Et donc, pareil sur les autres protocoles, si je reviens en arrière, je prends n'importe lequel, observatoire rapace, j'ai à nouveau le principe, où ça se passe, quand ça se passe et comment ça se passe, en quelques lignes. Comment je participe, les contacts vers les coordinateurs locaux, comment je transmets mes données, résultats, consulter les résultats, et puis là, il y a même un petit onglet bilan. Et donc là où il y a en ligne le bilan du suivi des rapaces nicheurs de France. Donc là, pareil, une restitution qui jusqu'à présent était disponible que sur les sites consacrés aux rapaces, etc. Et là, bientôt, petit à petit, tous ces onglets-là seront enrichis de manière à ce que tous les bilans, tous les résultats soient centralisés sur un seul et même outil. Donc voilà, pour participer, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, pour les naturalistes, on va dire débutants, ça se passera peut-être plus sur liste complète et données ponctuelles, où on rappelle exactement ce que c'est, comment participer et comment utiliser les outils. Il nous reste l'onglet Cartes, qui est celui qui vous permettra de maximiser, d'être plus efficace dans vos prospections. Et donc, quand on clique dessus, on arrive sur une carte de France découpée avec les découpages régionaux et le maillage. Alors, c'est un petit peu long à charger. Je vais zoomer un petit peu chez nous. Voilà. On a le maillage. Donc les mailles, c'est les mailles traditionnelles des atlas. C'est du 10 km sur 10. Et donc sur cette carte, qu'est-ce que je peux... Donc je peux zoomer, hein, je peux aller vraiment voir de près ce qui se passe, avoir les fonds de carte. Et qu'est-ce que me dit exactement cette carte? J'ai là, à gauche, ce qui s'appelle un indice de complétude. Alors qu'est-ce que c'est que cet indice de complétude? Eh bien, c'est, si j'ai le petit point d'interrogation qui me le dit, hein, c'est le rapport entre le nombre d'espèces observées sur la période 2019-2024 et le nombre d'espèces observées sur les périodes précédentes. Donc, en gros, on considère que sur les périodes précédentes, on avait une connaissance qui était relativement bonne parce qu'il y a déjà eu des atlas faits un petit peu partout. Et donc, on compare combien on avait d'espèces sur cette période et combien on en a sur la période récente de l'atlas en cours. Et donc, sur l'ensemble de la France, on voit qu'on est à 122% de complétude. Ça veut dire que par rapport aux espèces qu'on avait sur la période précédente, on en a plus aujourd'hui, puisqu'on a 122%. Avec les petites nuances de 28% des mailles qui sont à plus de 100%, et tout le reste qui n'est pas encore à 100%. Donc concrètement, si je clique sur une maille, elle est dans le Lot-et-Garonne, parce que le Lot-et-Garonne, c'est un peu le parent pauvre. Je clique sur la maille, ça se zoome dessus, et donc là, j'ai l'indice de complétude de la maille.
Donc, ça veut dire que par rapport aux espèces qui étaient connues avant, j'en ai 72% qui ont été retrouvées et saisies pendant la période 2019-2024. J'ai un petit graphique qui me met que, étonnamment, c'est surtout mars-avril-mai où on a eu de la donnée. Et c'est sûrement en lien avec les atlas précédents. On a les communes concernées aussi. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut accéder à la liste d'espèces directement, avec le comparatif avant 2019, après 2019. Donc, en gros, là, j'ai 123 espèces. Et là, sur cette maille-là, paf, je vois l'alouette des champs. Je ne l'ai pas encore dans la période de l'atlas en cours. Donc là, ça peut déjà me guider sur de la prospection. Si jamais je veux aller là, je peux cibler une prospection alouette des champs. Par contre, il y a du biorogris qu'on n'avait pas avant, donc ça, c'est tant mieux. Et après, bondrée, busard des roseaux, bruant jaune, bruant broyé sont des espèces qui étaient connues avant dans cette maille, qui ne le sont plus là. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir cibler ces prospections. Ici, on a un onglet prospection qui nous donne une petite information sur le nombre d'heures pendant l'atlas en cours. Donc là, à l'heure actuelle, dans cette maille, 5h30, c'est pas énorme. Il y a sûrement des efforts à faire. Donc là, en gros, cette liste d'espèces, elle est vraiment importante pour pouvoir cibler ces prospections. Et ce qui est montré ici concerne l'ensemble des périodes. Et on voit ici qu'on peut également cibler, donc espèces nicheuses, et puis nous, on a l'hiver qui vient, et donc on peut aller cliquer sur la période hivernale. Et là, on s'aperçoit que dans cette maille, je n'ai pas la senteur mouchet, je n'ai pas l'alouette des champs, je n'ai pas la bergeronnette des ruisseaux, alors que ces espèces étaient connues avant. En fait, ce n'est pas compliqué. Pour la période hivernale, avant 2019, j'avais 60 espèces. Après 2019, j'en ai plus que 6. Donc là, clairement, c'est une maille qui serait importante à prospecter pendant la période hivernale. Par défaut, la période hivernale est considérée du 1er décembre au 31 janvier. Donc ça ne fait que 2 mois, c'est court dans la saison pour prospecter. Et donc 2 mois cette année, et 2 mois l'année prochaine, et 2 mois encore l'année d'après. En gros, on a 6 mois pour compléter l'atlas des oiseaux hivernants avant 2024. Donc il y a quand même pas mal de boulot. Si jamais vous découvrez cette maille, elle est peut-être pas loin de chez vous, ou alors elle est loin de chez vous, mais par contre, vous vous dites, là, je me prends une journée, et puis je fais un peu de route, et puis je vais vraiment faire du terrain dans ce coin-là. Vous avez ici un petit picto qui vous permet de télécharger la maille. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça vous permet, là encore, de gagner considérablement en autonomie. Donc là, j'ai lancé le chargement, je ne sais pas si ça va marcher. Elle est là. On va voir si elle réussit à s'ouvrir. Donc c'est un PDF tout simple. Et donc voilà, vous avez la maille qui apparaît là. Alors en petit, en vue aérienne. Et puis en gros, vous avez les fonds de carte IGN avec les lieux-dits, les courbes de niveau, les routes, etc. Donc ça, c'est quand même vachement important pour vous, pour savoir quand vous êtes dans la maille, quand vous en êtes sorti. Et puis concrètement, pour pouvoir préparer votre terrain en vous disant, là, j'ai un bois, donc peut-être ça sera intéressant d'aller scruter un peu ce qui se passe là. J'ai pas la bergeronnette des ruisseaux, et qu'à cela ne tienne, j'ai des ponts qui traînent là, là, là et là. Je vais pouvoir aller prospecter sur ces ponts-là, spécialement la bergeronnette, etc. Et puis soit je vais faire de la donnée opportuniste, soit encore mieux, chaque fois que je vais m'arrêter, je vais faire 5 minutes pour faire un époque. Et ça sera beaucoup plus efficace. Donc, ce téléchargement des mailles, vous comprenez bien que vous pouvez aussi vous en servir bien au-delà de cet atlas. Vous voulez, je le dis entre parenthèses, mais au printemps prochain, vous voulez faire un peu de prospection odonates ou papillons ou quoi, les mailles, les quadrillages sont les mêmes, quels que soient les groupes taxonomiques sur lesquels on travaille. Donc, les fonds de carte, vous pouvez aussi venir les télécharger là, si besoin. Donc voilà ce que peut nous montrer cette carte. Et on a également ici la possibilité de regarder par saison. Donc là, on a pu le faire à la maille tout à l'heure précisément, mais on peut le faire sur l'ensemble de la carto. Et donc sur l'hivernage, on voit ici clairement, on a pas mal de secteurs de l'ancienne Aquitaine. Le Médoc ici, le Lot-et-Garonne, les Landes. Et puis même quelques coins, alors quelques coins des Pyrénées, ça s'explique aussi par l'accessibilité en hiver, mais on voit qu'il y a quand même quelques coins qui sont clairement sous-prospectés.
et qui, pour certains, peut-être sont juste à côté de chez vous. Donc, ça peut faire l'objet de prospection. Là, avec cette carte, en hiver, on voit tout de suite les endroits qui sont à cibler en priorité. Là, il y a 3 carrés blancs. Je clique dessus. Paf, je vois un peu plus précisément où ça se passe. Je télécharge ma carte. Je regarde quelles sont les espèces. Ah ben, c'est pas compliqué, il y en a 0. Donc là, il y a tout à faire. On a 0 espèce aussi bien avant 2019 qu'après 2019. Ça, c'est assez surprenant quand même, pour la période hivernale. On peut regarder la même chose sur la période de reproduction. Et là, on a, voilà. Et là, on a un peu plus de données sur cette maille-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même plutôt séduisant comme outil. Et c'est pas tout. Parce qu'ici, on a un autre onglet avec les différentes couches. Donc là, pour l'instant, la couche qu'on a choisie, c'est l'indice de complétude. C'est ce qu'on voit à gauche. Ça nous permet de relativiser sur l'effort de prospection qui est à mener sur telle ou telle maille. Et ici, on a la possibilité d'afficher les points époque. Et on va voir ce que ça donne. Alors, il faut zoomer un petit peu pour qu'il s'affiche. Trop de points à afficher. Il me dit là, donc je zoome encore un peu. Et là, il faut que je tombe sur des coins. Voilà. Là, j'ai 2 mailles côte à côte dans lesquelles il y a des époques EDF. Donc là, si vous consultez la carte et que vous voyez ces carrés et que c'est pas loin de chez vous, vous pouvez très bien vous dire, eh ben moi, ça m'intéresse de participer à époque EDF. À partir de là, il faudra prendre contact avec les coordinateurs locaux pour qu'on sache que vous avez pris en charge ce carré, parce que là, il n'y a pas besoin que tout le monde y aille, hein, une seule personne seulement à le faire. Mais par contre, vous pouvez, en cliquant sur les différents points, télécharger les coordonnées GPS du point, les ouvrir sur Google Maps si besoin, et télécharger le fond de carte du point en question, ce qui vous permet, on va le faire en direct, ce qui vous permet de savoir exactement où aller. Et donc, ces époques EDF, voilà, on a la carte du point. Donc là, il faut que vous arriviez à ce point-là précis pour faire vos 3 fois 5 minutes. Donc, ce protocole époque EDF à faire cet hiver, il va être à faire sur ces 2 mailles, puisque là, elles sont visibles. Et il y en a de mémoire une dizaine par département. Donc, en gros, on va rechercher une dizaine de naturalistes par département pour venir faire ces époques EDF, et qui sont, je le rappelle, une matinée seulement au printemps, avec sur 5 points, qui sont les points orange. Sur chacun de ces points, 3 fois 5 minutes. Et les points de réserve, juste pour information, si jamais il y a un point orange qui n'est pas accessible parce que le propriétaire ne veut pas vous voir parce que c'est dans un terrain militaire ou que sais-je, eh bien vous allez piocher dans les points de réserve pour en avoir 5 au total. Je ne rentre pas trop dans le détail ici parce que les différents protocoles que sont le stock, le choc, les époques, etc., feront l'objet de petites formations qu'on vous proposera au fur et à mesure du déploiement de ces protocoles. Là, l'idée de ce soir était vraiment de vous montrer le panel des enquêtes possibles et des possibilités pour vous de contribuer à l'Atlas. Donc c'est pour ça que je ne rentre pas là forcément trop dans le détail. Vous avez aussi la possibilité d'avoir les couches orthophoto ou plan au besoin. Voilà, ça c'est en fonction de ce que vous voulez. Et nous avons un 3e onglet qui est les territoires. Donc là, on est sur la France métropolitaine. Et donc, au fur et à mesure que sera développé l'outil, qui est encore en construction, hein, on aura accès, là, ce n'est pas encore le cas, aux territoires voilà, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. Et de manière à ce que l'Atlas soit vraiment celui de la France et pas chacun des territoires individuellement les uns des autres. Donc, c'est vraiment un outil qui est hyper fédérateur et qui, on l'espère, permettra à chacun de s'y retrouver et de contribuer de manière la plus efficace possible au partage de ses connaissances en fait, hein, et de son expérience de terrain. Voilà, je ne voulais pas en dire plus. Donc, juste si, non, j'ai oublié de dire, c'est quand même pas neutre aussi, c'est ici, on peut choisir par lieu et par espèce. Effectivement, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, par exemple, s'il y en a encore parmi vous qui croyaient que les lagnons blancs étaient une espèce rare, eh bien, on peut regarder à l'échelle de la France directement ce que ça donne.
Donc là, on est sur période de reproduction. Je vais... oui, voilà, tac. Il faut patienter un peu parce qu'il y a beaucoup de données des Lannions, hein. C'est fini le temps de les Lannions au sud des Landes. Ah, le suspense! Bon, en tout cas, moi, je l'ai fait tout à l'heure et la carte était très largement colorée, hein. Il y a un gros tiers, si ce n'est pas une moitié. Non, pour la période de nidification, c'est un tiers de la France qui est maintenant couvert. Et toute période confondue, c'est un oiseau qui maintenant est observé dans toute la France. Donc ça aussi, hein, les données des Lannions, c'est hyper intéressant. On est en train de suivre en direct la progression d'une espèce, probablement à la faveur du changement climatique. Et donc être capable de quantifier cette progression, de la mesurer, de l'évaluer, etc., par des cartes et par des courbes, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant. Voilà, bon, bah, elle n'apparaît pas la carte, donc tant pis, ça vous donnera envie d'aller voir par vous-même, mais en tout cas, espèce par espèce, vous pouvez aller consulter aussi ces cartes. Ce qui rend aussi cet outil utile pour les validateurs. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font de la validation, mais cette consultation est parfois plus efficace que de regarder les cartes sur Faune Aquitaine ou sur Faune France pour voir voilà, uniquement les statuts de repro, pouvoir zoomer sur les cartes, etc. Et détecter d'éventuelles données étranges. Voilà, je cesse le partage de mon écran et je suis à vous pour toute question. Mathieu, il y avait une question tout à l'heure sur l'accès par protocole, justement au protocole, au tutoriel de saisie. Tu es passé un peu vite sur le site. On aura bien accès à tout ça, au protocole, aux fiches terrain et puis surtout au tutoriel de saisie pour chaque protocole ou pas? Alors, pas forcément parce que normalement, oui, mais c'est pas sûr que ça arrive dans un premier temps. Là, pour l'instant, ce qui est important, c'est que la plateforme permet à chacun de bien voir, bien visualiser, bien comprendre ce qui est proposé en termes d'enquête et dans quoi chacun peut s'inscrire, avec un descriptif assez dans les grandes lignes de l'engagement que ça représente pour le naturaliste. Et après, pour tous ces protocoles-là, de toute façon, il y a un contact à avoir avec la coordination locale. Et c'est surtout après, à partir de là, que se fait la transmission des documents précis, des fiches de terrain, etc., quand il y a la coordination locale qui est là. Il est important que la coordination locale, tu ne me contrediras pas, puisse garder aussi une vision de qui contribue aux différents protocoles, aux différentes enquêtes. Donc là, l'idée n'est pas forcément d'aller trop loin dans le détail, mais au moins d'être alléchant en quelque sorte. Et après, la coordination locale prend le relais pour vraiment mobiliser les naturalistes sur le terrain. Sonia, tu as trop de questions pour en poser, c'est ça? Alors, les données de présence-absence d'espèces dans les mailles sont-elles uniquement liées au protocole ou les données opportunistes sur naturalistes sont prises en compte? Dans les cartes de répartition, les données opportunistes sont effectivement prises en compte. Donc, ça reste intéressant de transmettre. En fait, il n'y a pas de bonne méthode. Je ne veux pas dire que les données opportunistes ne sont pas utiles, mais concrètement, quand on fait du terrain, ce qui est intéressant, c'est de faire de temps en temps dans la journée quelques époques de 5 minutes qui vont vraiment formater les données et les rendre facilement exploitables après pour les analyses. Et puis, de temps en temps, on met une donnée opportuniste parce que là, je viens de voir passer un busard et clairement, le busard, je ne l'avais pas dans mes époques. Donc, c'est quand même intéressant que l'information de sa présence, elle remonte. Donc, paf, je vais avoir dans ma journée une dizaine d'époques et puis quelques données opportunistes en parallèle pour compléter la connaissance. Il faut être pragmatique et avoir à l'esprit que l'idée, c'est d'être le plus efficace possible et d'avoir le plus d'informations possible, de manière à ce que ça reste pour vous aussi un plaisir d'être sur le terrain et de transmettre des données.
Donc, Gilles, tu posais une question sur les relations. Aurélien t'a répondu. Hein, on est en étroite relation avec le muséum, hein, notamment sur tout ce qui est protocole assez ancien, le stock et le choc notamment, mais pas que. Il n'y a pas de chef. Comment ça marche? C'est une liaison Entre le muséum et la LPO? Ah non, il y a pas de chef. C'est vraiment un travail partenarial qui est fait entre les deux structures. Ils utilisent les données pour eux-mêmes pour autre chose, peut-être. C'est pas les mêmes objectifs que la LPO ou comment? Il y a plein d'objectifs effectivement du muséum qui sont pas forcément ceux de la LPO, même si on sera a priori raccord avec. Mais pour prendre un exemple assez évident, le stock à l'origine est un protocole du muséum, le protocole à Pondus Museum, sauf que c'est la LPO qui a le réseau pour mobiliser des naturalistes. Donc très tôt, il y a eu un partenariat pour que la LPO propose ce protocole au réseau. Et puis petit à petit, le partenariat s'est même renforcé, puisque maintenant la coordination même du stock est coportée par le muséum et la LPO. Donc très concrètement, si tu veux suivre un stock, en local, tu vas prendre contact avec Amandine, qui est la référente du LPO, voilà, qui est là ce soir. Et elle va prendre contact avec le muséum pour pouvoir te proposer les bons carrés. Après, toi, tu vas saisir tes observations sur Faune Aquitaine, qui est la base de données de la LPO. Oui, mais ça, je fais déjà ça. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Mais par contre, pour les époques ODF, alors pour les 5 points, donc il faut aller sur une maille, tu as dit, on voit les 5 points, il faut demander l'autorisation. Comment ça marche? Alors ça, là, rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'information sur le réseau. On va proposer aux gens qui le souhaitent de participer à ce protocole et on va fournir une carte grossière d'Aquitaine où on voit les mailles qui sont à faire. Comme ça, chacun pourra voir si c'est près de chez lui ou pas. Et si c'est près de chez lui, il pourra prendre contact. Donc, en gros, ça va être Amandine pour le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Ça va être Virginie pour les Pyrénées et le sud des Landes. Et ça sera moi pour la Gironde et le nord des Landes. Grosso modo, ça va être quelque chose comme ça. Mais ça, voilà, on fera de l'information. Donc là, on voit que sur la plateforme, on visualise déjà les points époques. Ça vous permet déjà de vous rendre compte si ça vous intéresse de participer. Mais comme tout le monde ne va pas regarder sur la plateforme, nous, on va quand même faire une information là pour mobiliser du monde. Merci. Il y a pas mal de questions sur notamment les protocoles, le nombre de passages, etc. Ouais. C'est juste pour vous dire que pour chaque protocole que l'on va proposer, on proposera avec Mathieu et Virginie notamment des formations sur le protocole, sur la mise en place du protocole sur le terrain et puis sur la saisie aussi. Donc vous aurez des réponses à toutes ces questions en temps voulu. Il y avait juste une question, Mathieu, sur les époques ODF par rapport au... Est-ce que ceux du printemps seront les mêmes que ceux qui vont être proposés en hiver? En effet, ceux qui seront à faire cet hiver sont les mêmes que ceux qui ont été faits au printemps. Donc si parmi vous, il y a des personnes qui ont participé à époque ODF au printemps et que ça vous branche, vous connaissez déjà les lieux, donc vous pouvez tout à fait repartir pour cet hiver sur les mêmes points. Et vraiment, ce qu'a dit Amandine est très juste. Ce soir, c'est une présentation globale et il est impossible d'envisager de présenter chaque protocole. Donc, à chaque fois qu'on va lancer, là, le choc, ça va venir très prochainement. On va faire une formation, la date n'est pas calée, mais elle va arriver très vite. On va faire une formation consacrée au choc. Et là, il sera question précisément du protocole, de la manière de saisir, etc. Là, ce n'est pas l'idée de ce soir. C'est simplement d'avoir à l'esprit que ça existe et que si ça vous intéresse, restez à l'écoute, vous aurez les informations. Si vous avez eu l'information de ce soir, vous aurez les informations pour les autres protocoles au fur et à mesure. Des visios comme ça, alors à la fois des visios, à la fois sur le terrain, on en proposera tout au long de l'année, des années à venir, puisque nous, notre objectif, c'est qu'il y ait un maximum de monde qui contribue pour que la biodiversité soit encore mieux connue que ce qu'elle n'est aujourd'hui.